Les infirmières voulaient être réunies au sein de notre fédération. On n'avait pas le choix, on ne pouvait pas manquer notre coup. Il fallait la réussir, cette négociation-là, parce que la fusion, on l'a faite pour les infirmières, on ne l'avait pas faite pour les leaders syndicales. Et là, on s'est dit, on a pour la première fois l'occasion de démontrer qu'ensemble, unis, on va être les plus forts. On va aller chercher plus que chacune de nos associations peut le faire, nos fédérations divisées. Et c'est ce qui s'est passé. Ça n'a pas été facile, je vous dirais, ça n'a pas été facile. On a négocié à part, on n'était pas dans le front commun, on est passé en premier. Et là, je vous dirais, bon, les revendications les demandes étaient grandes et légitimes parce que les infirmières étaient sous-payées, il n'y avait pas d'échelle pour les infirmières bachelières, il n'y avait pas de prime d'inconvénient quand ils travaillaient à la fin de semaine, les jours fériés, c'était très peu comme condition salariale quand ils travaillaient de nuit, mais au-delà du salaire, peu d'emprise sur leur organisation du travail. Donc, il y avait de multiples revendications pour améliorer le travail de ces femmes-là dans le quotidien. Des femmes dont le travail est apprécié, connu, reconnu par l'ensemble de la population, qui ont une très bonne crédibilité. Et donc, quand elles disent assez, c'est assez, là, elles ont une écoute, puis ont une approbation, puis un appui de la population. On a décidé qu'on formait des infirmières, puis qu'on voulait qu'elles soient présentes dans les hôpitaux compétentes, qu'on exigeait toujours plus d'elles. Bien, c'est normal qu'ils soient payés. Il n'y a pas un homme qui accepte de ne pas être payé pour une prestation de travail significative. On ne paye pas notre loyer avec l'amour du métier, là. On paye notre loyer parce qu'on est payé décemment pour un service qu'on rend qui est décent et qui est important pour la population du Québec. On est allé de l'avant avec ça. On a fait la première négociation. La première partie de la négociation, il y a eu une entente de principe qui s'est faite suite aux moyens de pression pour lesquels il n'y avait pas eu de grève. C'était un mot d'ordre d'arrêt de temps supplémentaire. On avait dit aux gens, arrêtez de faire du temps supplémentaire, maintenez-vous-en vos horaires de travail, l'employeur vous donne 3 jours semaine, mais travaillez 3 jours semaine. On va montrer comme ça qu'on est dans des emplois précaires, on veut travailler à temps complet, mais on est sur des listes de disponibilité, ils nous appellent à la dernière minute, on ne veut plus ça, être appelé à minuit moins 5 pour rentrer à minuit, on ne veut plus être appelé à Pâques à 8h moins quart le matin pour rentrer peut-être à 8h. Donc, donnez-nous du temps complet, ça va nous permettre d'organiser notre vie, puis avec nos familles aussi. Donc, on montrait par l'absurde que quand on s'entrait nos horaires de travail, le système ne fonctionnait pas. Et là, ils nous ont demandé d'aller devant le Conseil des services essentiels, et il y a eu une décision qui a été rendue, que le mot d'ordre d'arrêt de temps supplémentaire et de s'en tenir aux horaires de travail, comme c'était un mot d'ordre concerté, une action concertée, ça s'apparentait à une grève illégale. Qu'il fallait que je lève le mot d'ordre pour les infirmières au Québec de cesser de ne pas faire de temps supplémentaire à la demande de l'employeur. J'ai refusé de le faire. J'ai été poursuivie pour outrage au tribunal. Et là, bon, ça s'est fini par des amendes. J'ai pu être emprisonnée. On n'a pas voulu faire de Diane de Vallée de martyr. Et ça s'est conclu par des amendes. Mais ce moyen de pression-là a quand même permis d'en arriver à une première entente en juin 89, qui est adoptée par l'instance. Il y avait eu des bonifications salariales importantes, beaucoup, je dirais plus de 95% de ce qui a été dans l'entente qu'on a eu en septembre avait été conclu en juin. C'est accepté par les délégués en instance syndicale avec des représentants de tous les établissements, mais l'entente a été rejetée quand elle s'est présentée, on l'a présentée dans l'Assemblée des membres. Il y avait de nos délégués qui étaient contre, qui recommandaient le rejet. Les infirmières étaient gonflées à bas, disaient on mérite plus que ça. Il y a eu rejet de l'entente de principe. Et là, on s'est retrouvés avec plus d'entente de principe,
plus d'interlocuteurs de côté, vous m'avez écouté, vous avez eu une entente avec vos délégués, vous n'êtes plus là, on ne fait plus confiance. À l'interne, une crise importante à gérer. L'équipe de négociation, dans la quasi-totalité, y compris les vice-présidents responsables de négo, ont démissionné lors d'une instance en disant « Vous ne nous faites plus confiance, vous les délégués, et nous non plus. » Il y a un bris de confiance entre nous, vos représentants, au table des négos, et donc on ne peut plus être là. Donc, on démissionne. Écoutez bien. Première négociation, entente de principe rejetée, démission du comité de négociation. Organisation nouvelle et fragile, je restais la seule en poste comme présidente qui avait encore une crédibilité auprès des membres et auprès du gouvernement, puis j'étais connue de la population. Et là, on repart la machine. On a reconvoqué les délégués en instance syndicale pour leur dire, bien voici, on a circonscrit les demandes, c'est sur ces bases-là qu'on repart négocier. Êtes-vous d'accord? Oui, très bien. Maintenant, dans les rapports de force, on avait exercé à ce jour tous les rapports de force possibles, sauf la grève. Il ne reste plus maintenant que la grève. Donc, allez vous chercher un mandat de grève, puis revenez, on l'utilisera au moment jugé opportun. Les infirmières étaient mobilisées, outrées des offres qui avaient été faites, et étaient prêtes à tout. Là, on est au mois d'août, puis là, le gouvernement est en campagne électorale. Ça repartait, la campagne électorale est plus belle en septembre. Et là, ils ne négociaient pas. Là, on est parti en grève, les infirmières voulaient être en grève. Et là, le gouvernement ne négociait pas avec les infirmières en grève. Il ne négociait pas avec des gens qui étaient dans l'illégalité. Fait que là, tout le monde dehors. Des sanctions, la loi 160 qui s'applique, qui était qu'on perdait une année d'ancienneté par jour de grève, 2 jours de salaire par jour de grève, 3 mois de cotisation syndicale par jour de grève, de prélèvement à la source qui n'était plus. La réduction de la fonds de laine pour 3 mois par chaque jour de grève, des amendes à la fédération, chaque jour de grève. Et là, les filles sont dehors, les pancartes. Il n'y avait personne au table de négociation pour négocier. Je vous dirais que c'est un peu stressant pour une dirigeante parce que tu dis là, il faudrait que ça rentre un jour, il faudrait qu'on rentre avec quelque chose de négocié et de valable pour les infirmières. Et là, tes sanctions qui s'appliquent. On est sous l'adrénaline et puis il faut garder la tête froide, puis il faut faire confiance qu'à un moment donné, on va trouver une issue. Et là, à un moment donné, on s'est dit, ben là, écoutez, là, les infirmières sont à la une des journaux en grève, les pancartes partout à travers le Québec. Il n'y a plus de négociation, donc il n'y a pas d'entente. Si tu ne parles pas au gouvernement, il n'y a pas d'entente. Ils ne veulent pas négocier parce qu'on est en grève illégale. Et donc, on dit très bien. On dit au gouvernement, si vous voulez vraiment négocier avec les infirmières, parce que les autres étaient en campagne électorale, leur campagne électorale était un peu perturbée par la grève des infirmières. À un moment donné, il fallait aussi que ça se règle, mais il fallait que ça se règle de notre côté. Les deux avaient intérêt à ce qu'on trouve un règlement. On a dit très bien au gouvernement, si vous êtes sérieux, vous voulez vraiment négocier puis avoir conclu une entente, nous, on va proposer à nos infirmières une trêve. Une trêve, ça veut dire qu'on suspend l'action de la grève pendant 48 heures, je ne me souviens pas exactement, et c'est l'espace qu'on a pour s'entendre. Parce qu'après ça, ils repartent dehors. Puis je leur ai dit, là, ils vont repartir dehors, puis moi, je ne les contrôle plus. Là. Je serais même plus capable de les rentrer. Je vous le dis, là, je ne suis pas du bluff. Ils sont tellement mobilisés, puis tellement prêts à se battre. C'est pour ça que je vous dis, militantisme, puis chez les infirmières, là, on n'a pas de morale à recevoir de personne. Là. Ils sont capables d'être au front, dehors, puis les sanctions sur la tête, ce qu'il n'y a pas d'autres syndicats ont eu par la suite, là, je vous dirais. Donc, on était 7 jours. Ça, c'était la première grande grève, et on a trouvé un espace d'entente. C'était des négociations, vous comprendrez, jour et nuit. On n'a pas dormi beaucoup, pas beaucoup. Notre instance, c'était à Drummondville, parce qu'on n'avait pas trouvé d'endroit plus près pour Drummondville ou Saint-Hyacinthe, pour les avoir sur place, puis on négociait à Montréal. Fait qu'on négociait à Montréal, on revenait, on se préparait pour présenter ça à notre instance, on partait de notre instance, on se préparait sur la route, sur la veille pour aller rencontrer le gouvernement. Ça a duré même 2 jours. On a réussi à conclure une entente de principe qui est acceptée là, à forte majorité par les membres par la suite. Donc, ça allait ébranler, je vous dirais, beaucoup cette petite organisation-là qui avait des amendes, des centaines de milliers d'amendes. Et là, la mobilisation et la solidarité était très forte durant la grève, mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il fallait qu'elle soit encore plus forte après pour atténuer les effets des sanctions. Et ça, c'était un des gestes de solidarité, je vous dirais, un des plus importants du mouvement syndical au Québec.
les infirmières sur une base volontaire pour contourner les effets de l'abolition, les effets négatifs de perdre un an d'ancienneté, quand on sait à quel point l'ancienneté c'est important. Quand moi j'ai travaillé 8 ans de nuit, j'avais même pas un poste de jour. Quand ça fait 10 ans, mettons que tu travailles de nuit, tu en fais un poste de jour dû à ton ancienneté. Si tu as eu le malheur d'être une de celles qui était sur la ligne de piquetage, plutôt que d'assumer des services essentiels à l'interne, puis tu avais perdu 4 ans d'ancienneté parce que tu étais 4 jours dehors, tu reviens à 6 ans d'ancienneté pour un poste, vous comprenez les conséquences. Donc, on a fait signer un engagement moral aux infirmières. Toutes les infirmières ont signé un engagement moral, comme quoi elles refusaient tout poste de promotion, de transfert, si ce n'était pas l'ancienneté syndicale qui s'appliquait. Et les équipes locales se sont chargées de voir l'application de ça. Donc, dans tout le réseau, 35 000 infirmières, des mutations, il y en a, là. Il n'y a pas un poste qui s'est donné en tenant compte de l'ancienneté des coupures de la loi 160. On l'a contourné. Ça, c'était une des sanctions qui faisait le plus mal. Et pour l'association, ben, c'était aussi la Formule 1 qui était suspendue pour 21 mois, 3 mois par jour de lèvres, on a fait 7. Donc, il n'y a plus de cotisation qui rentre, tu as des dettes à punir, il faut que ça fonctionne, cette organisation-là. Donc, on a demandé aux infirmières de payer leur cotisation sur une base volontaire. C'est là qu'il y a le test de l'adhésion à ton organisation et est-ce que le syndicat va encore quelque chose pour les membres. Les chiffres, là, c'est autour de 95 ou 98% des infirmières ont fait des chiffres positifs pour que leur cotisation syndicale soit payée. On a eu aussi l'appui des infirmières du Canada, la Fédération nationale des infirmières canadiennes qui nous ont fait des prêts sans intérêt. Il y a eu toute une solidarité des infirmières à travers le Canada. On était un peu comme le porte-étendard de la défense des droits des infirmières, des conditions des infirmières à travers le Canada. Mais la lutte syndicale qu'on a faite a dépassé la lutte syndicale. C'est devenu un peu le représentatif de la lutte des femmes au Québec. Parce qu'on était un groupe majoritairement féminin qui se tenait debout, envers et contre tous, qui était capable de tenir tête au gouvernement et qui était capable d'aller rechercher dans une convention collective ce que personne n'est allé chercher dans l'histoire du syndicalisme dans une négociation. On a fait créer 1300 postes juste en convertissant le nombre d'heures faites en temps supplémentaire ou en horaire additionnel de travail là, à l'horaire qui était prévu. On a dit à l'employeur, on va calculer ça, puis ça c'est du temps complet, ça veut dire que les infirmières travaillent 1300 heures de l'équivalent de 1300 postes à temps complet, mais sur des horaires précaires. Donc, des conversions en postes pour une plus grande stabilité de l'emploi. Donc, c'était une lutte très riche comme en résultat pour les infirmières, au prix d'une grande solidarité. Et c'est ce qu'il faut retenir. Les infirmières ont une culture de solidarité syndicale qui est importante, de militantisme, et qui sont capables, quand il le faut, là, démontrer cette grande solidarité-là, puis se serrer les coudes envers et contre tous. Oui, on a développé en petits groupes des stratégies, mais le mérite a été que les infirmières se sont appropriées et l'ont fait. Nous, on est une bougie d'allumage dans tout ce processus-là, mais si les infirmières ne suivent pas, si cette volonté de se solidariser au-delà des petits conforts personnels de chacune n'avait pas eu lieu, on n'aurait jamais réussi ce qu'on a réussi. C'est une victoire collective. Moi, ce que je prends comme mérite, qui était celui de les représenter le plus fidèlement possible, d'avoir été à la hauteur, je dirais, de leur engagement à elles, de la volonté qu'elles avaient d'améliorer leurs conditions de travail. Je ne pouvais pas les décevoir. Et puis, j'ai essayé de me surpasser pour bien les représenter parce qu'elles se surpassent, ces femmes-là, dans le quotidien. Je vais donner, je pense, le maximum de ce que je pouvais donner à cette organisation-là. Et j'avais dit, moi, je ne ferai pas Louis Laberge des infirmières. J'adore M. Laberge, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, mais je m'étais dit, moi, je ne passerai pas toute ma vie nécessairement dans le syndicat. Il y a d'autres lieux qui sont importants aussi pour faire avancer, améliorer la société québécoise. Ça me prenait ces enjeux-là. Puis j'avais l'impression que d'avoir fait la première négociation, d'avoir bien implanté cette structure-là, d'avoir commencé à travailler à créer une culture, que c'est important aussi qu'il y ait d'autres personnes qui puissent prendre la relève. D'ailleurs, Jenny a pris la relève, c'était extraordinaire, elle y a amené sa couleur, elle a amené l'organisation un peu plus loin. Ensuite, c'était Lina Bonami, maintenant c'est Régine.
Chacune, on a fait faire des pas à cette organisation-là. Et moi, je regarde dans l'histoire des 25 dernières années, je pense que chacune, on l'a fait avancer, puis c'est bien comme ça. J'avais décidé, sans penser que je ferais de la politique, que la FIC, après mon 3e mandat, ça serait suffisant. Au même moment, parce que bien sûr, j'étais connue, j'ai fait une lutte syndicale, puis moi j'étais une femme, les partis politiques cherchent des gens qui sont connus, ont été capables de faire des débats crédibles auprès de la population. J'ai dit non à la politique plusieurs fois, au même titre que j'avais dit non pour me présenter comme présidente de la FIC ou de la FI. Et à un moment donné, je me suis dit, ben maintenant que j'ai travaillé à la défense du droit des infirmières, que je me suis ouvert des horizons aussi pour mieux comprendre les systèmes de santé, les jeux politiques, les enjeux sociaux au Québec, ben je pense que la façon d'améliorer la société, c'est par le biais de la politique, d'amener ma modeste contribution. Et c'est comme ça que j'ai accepté de me présenter pour le Parti québécois en 1994. C'était une expérience intense et brève, parce que j'ai fait une campagne électorale, une pré-campagne enceinte. J'ai accouché le 17 juillet et les élections ont été déclenchées le 24. J'étais une candidate qui disent vedette, donc j'étais très présente dans mon comté, bien sûr, mais aussi sur les plateformes plus nationales. Donc c'était très exigeant, mais très enivrant aussi. Et ça me permettait aussi de débattre d'enjeux d'ampleur différente qu'un dossier spécifique qui concerne la défense du droit des infirmières. Donc j'ai fait une belle campagne, c'était dans Jean Talon contre Marguerite Delisle, qui était mairesse de Sillery. Elle était très bien connue, c'est une dame que j'ai bien respectée. J'ai perdu par 24 voix suite à un recomptage judiciaire qui a duré 1 mois. Je l'ai perdu quand ils ont ouvert les boîtes de scrutin par anticipation. À 9h10, Bernard de Rome, le soir des élections, m'annonce gagnante et députée de Jean Talon pour la première fois que le Parti québécois gagnait cette conscription-là. Et à 9h40, j'avais perdu. Après la campagne, ben, écoutez, j'ai eu quelques mois, 2 mois, où j'ai été à la maison et on m'a demandé de me présenter si j'étais d'accord à assumer le poste de secrétaire général à la condition féminine au gouvernement du Québec. C'est un poste qui a comme responsabilité de coordonner toutes les actions des ministères en vue de l'égalité entre les femmes et les hommes pour éviter qu'il y ait des lois qui soient mises de l'avant, qui soient discriminatoires, mettre de l'avant les politiques qui tiennent compte de l'avancement du droit des femmes, donc, et s'assurer que la politique gouvernementale, les engagements qu'ont pris les ministères se réalisent. Donc, c'était un rôle de coordination horizontale. Je travaillais avec Mme Blackburn, qui était la ministre de la Condition féminine à l'époque. J'ai été là pendant 1 an et demi, à peu près. Et ensuite, c'est M. Chevrette qui m'a demandé de travailler pour lui comme sous-ministre adjointe au ministère des Affaires municipales, du loisir et du sport à l'époque. M. Chevrette voulait mettre de l'avant une nouvelle politique en loisir et sport et voulait quelqu'un qui était neutre, qui ne venait pas ni d'un secteur ni d'un autre pour s'assurer de lui proposer une politique qui ferait le plus grand consensus possible. Donc, j'ai participé à de nombreuses consultations à travers le Québec, des consultations nationales. Et en fin de compte, j'ai proposé au gouvernement une politique qui était adoptée. Et j'ai été 1 an et demi par la suite, après, avec M. Trudel, le responsable des bureaux régionaux du ministère de l'Aménagement du territoire. Et pour moi, je vous dirais, c'était vraiment une expérience qui m'a permis de comprendre le fonctionnement de l'appareil gouvernemental. Et en 1999, Madame la ministre de la Condition féminine de l'époque m'a demandé pour être présidente du Conseil du statut de la femme suite à une consultation qui avait lieu auprès du mouvement des femmes sur l'ensemble du Québec, tant au plan national que régional. Donc, c'était Mme Bourré, ministre de la Justice, ministre aussi de la Condition féminine, qui m'a demandé de faire le saut comme présidente du Conseil du statut de la femme, et j'étais là pendant 7 ans. En 2006, Mme Thébert, qui était ministre à la fois du Conseil du statut de la femme et aussi du curateur public, m'a demandé si j'acceptais le rôle de curatrice publique. Pour moi, c'était un grand honneur, je vous dirais, de représenter 13 000 personnes parmi les plus démunies au Québec,
de s'assurer de défendre leurs droits et de s'assurer que tous leurs droits aussi soient respectés surtout. Et j'ai eu la chance d'avoir cette responsabilité-là pendant 7 ans. Après le curateur, on m'a demandé de remplacer Mme Lise Denis, qui était directrice générale de l'Association québécoise d'établissements de santé, qui est une association d'employeurs en santé au Québec. Et j'ai accepté à une condition. Pour moi, c'était très important que je représente des employeurs du secteur public et que ces employeurs-là soient là pour la défense aussi du réseau public de santé. Ce qui est une constance, je dirais, dans mon cheminement, que ce soit comme présidente de la FIC, présidente du Conseil du statut de la femme, comme curatrice publique, j'ai toujours été une fervente défenseur du système public et je vois l'importance et la pertinence pour tout le monde d'avoir un système public de qualité. Donc, j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui avaient une très grande expertise, une expertise aussi diversifiée dans tous les secteurs du réseau de la santé, de la prévention curative, première ligne, deuxième, troisième ligne, les spécialistes. Et ces gens-là ont été des gens qui ont toujours travaillé avec le gouvernement, en amont souvent des processus qui amenaient des législations pour bonifier notre système de santé au service de la population du Québec. Le projet de loi qui a créé les 6 fait en sorte qu'il y aura plus 180 établissements au Québec, il va en avoir 33. Donc le ministre part du principe qu'avec 33 directeurs PDG, qui va pouvoir réunir autour d'une même table, il n'a plus besoin d'organisation pour les représenter. Mais la Caisse n'était pas qu'un organisme de représentation, c'est un organisme qui soutenait les établissements dans la mise en place des politiques gouvernementales. C'est une organisation qui avait une expertise, qui travaillait aussi sur des comités avec le ministère pour bonifier des politiques puis des projets de loi avant même qu'ils soient déposés à l'Assemblée nationale. C'est un organisme qui permettait aux établissements qu'il y en ait 120 ou qu'il y en ait 30. Quand vient le temps d'interpréter des conventions collectives puis voir une application uniforme, ben c'était fait au sein de l'association qui diffusait l'information au 127, plutôt que d'éviter que chacun fasse ses analyses et ses interprétations. Ça sauvait des coûts. Il y a même des études très sérieuses qui ont été faites que pour une subvention de 5 millions par année qui était donnée à la Caisse pour offrir des services au réseau, il y en avait pour 65 millions de services qui étaient donnés. Et si ce n'est plus la Caisse ou une association soutenue par l'État qui le donne, ça va être qui? Le privé? Est-ce qu'au-delà des enjeux et des objectifs de redressement des finances publiques, il n'y a pas derrière ça aussi des orientations plus idéologiques? Bon, et c'est ça là, que je pense qu'on a à questionner davantage. Parce que des problèmes de déficit, des problèmes de ressources financières, l'État en a depuis longtemps. La vitesse avec laquelle ils veulent atteindre le déficit zéro nuit à l'économie. Les économistes de droite comme de gauche le disent. Donc, c'est ça qui me fait croire que c'est là davantage idéologique que vraiment pour bien servir les intérêts de la population. Mais il y a un discours qui est très, je vous dirais, flatteur, très bien reçu de la population parce qu'on dit qu'on met la personne au centre des réformes, qu'on parle pour la majorité silencieuse. Bien, la majorité silencieuse, tout le monde peut tout parler. Moi, je peux bien parler de la majorité silencieuse, hein, mais ça ne me dit pas ce que... Je peux dire ce que je veux quand je parle de majorité silencieuse. C'est un peu le discours qu'on nous sert présentement, hein, pour faire passer des réformes pour lesquelles les gens disent on n'a pas voté pour ça. Je quitte l'Association québécoise le 31 mai. Oui. Bon, je prends des vacances bien méritées, je fais des voyages avec mes fils, et puis mais après, j'ai encore l'énergie, puis j'ai encore cette capacité-là de m'indigner et de vouloir changer des choses. Donc, où je serai en septembre, ce que je ferai, il est clair que je n'ai pas l'intention de me taire sur ce que je constate, ce que j'approuve et ce que j'approuve pas. Quel sera mon outil pour véhiculer ce que j'ai à dire, je ne le sais pas présentement, mais sûrement que je le trouve. Si c'était à recommencer, ben, je ferais exactement la même chose. Je me trouve très, très privilégiée d'avoir vécu autant de défis professionnels emballants, d'avoir rencontré de personnes aussi compétentes, aussi dédiées aux missions des organisations dans lesquelles j'ai œuvré,
Je me considère privilégiée. Et jamais au départ, quand j'ai décidé d'être infirmière, j'aurais pu imaginer tout ce qui m'est arrivé. Donc je pense qu'il faut faire confiance à la vie. Il faut accepter de prendre des opportunités qu'on n'aurait pas pensées. Ça ouvre des nouvelles portes. Derrière ces portes-là, il y a un univers qu'on ne connaît pas, qui nous apporte beaucoup. Je pense qu'on apporte aussi, il faut se faire confiance. Les femmes, on ne se fait pas souvent confiance, on a toujours l'impression qu'on n'est pas capable. Moi, je dis aux femmes, osez. Osez sortir des sentiers battus. Vous allez récolter ce que vous n'auriez jamais imaginé. Il y a plein de beauté, il y a plein de champs de fleurs encore. Oui, il y a certaines roches qu'il faut retourner, puis ça va à pousser dans un meilleur sol par la suite. Mais osez sortir des sentiers battus, faites-vous confiance. Moi, je referais exactement la même chose, puis de préférence avec les mêmes personnes, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle.